Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est Le Monde en 7 ce samedi. On va faire le tour d'horizon de quelques sujets de l'actualité sur le continent et au Togo. On parlera d'abord du sommet, le forum Chine-Afrique qui s'est achevé. La Chine séduit l'Afrique à coups de promesses financières. Nous parlerons aussi du Sénégal où un projet de révision constitutionnelle a été rejeté par l'Assemblée nationale. On fera un tour au Burkina Faso après l'attaque de Barça-Logo. Le Niger et le Mali apportent leur soutien au pays. Et puis le Togo, on va évoquer l'exclusion définitive du ministre Gomado de l'Alliance nationale pour le changement. Deux invités pour faire le débat avec moi sur ces sujets. Dominique Lacmon, secrétaire général de l'association Front à la Force du Togo. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et spectatrices de New York TV. Bonsoir à mon ami d'en face, c'est un réel plaisir qu'on se retrouve encore pour ce partage. Merci d'accepter notre invitation. L'ami d'en face, c'est Marcel Agbessinou. Il est journaliste et juriste également. Marcel, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui sont branchés et qui nous suivent depuis les tréfonds du Togo et pourquoi pas l'extérieur. Et c'est un réel plaisir aussi de découvrir mon aîné. Tout à l'heure, on va plonger dans le punching ball. Merci. On prend donc la direction de la Chine. C'est notre premier sujet. Le gratin des chefs d'État du continent s'est donné rendez-vous en Chine pour le sommet Chine-Afrique. Lequel sommet s'est donc achevé à l'occasion du 9e forum sur la coopération sino-africaine qui s'est donc achevé en Chine le 6 septembre. Le président chinois Xi Jinping a promis plus de 50 milliards de dollars sur 3 ans aux pays africains. Le montant est équivalent donc à environ 45 milliards de francs CFA vise à renforcer la coopération entre la Chine et les pays africains dans plusieurs domaines dont les infrastructures et le commerce. On sait, Dominique Lacmon, que la Chine est aujourd'hui très présente sur le continent. Elle n'est plus à présenter. Elle cherche encore à gagner davantage de parts de marché dans les pays où elle est présente. Sa diplomatie est également très active. La Chine a compris que pour séduire le continent, il faut des promesses financières. Oui, c'est pas aujourd'hui que la Chine a compris. La Chine a compris il s'est dit l'occasion de conquérir l'Afrique il y a longtemps avec sa politique élargie qui n'est pas basée sur les principes que les pays occidentaux adoptent. Donc la Chine aujourd'hui a trouvé que a trouvé réellement que l'Afrique, il faut pour encore aller dans son élan économique de développement, il faut encore des relations en Afrique parce que l'Afrique est toujours un continent qui est porteur des ressources. Qui regorge beaucoup de ressources que nous peinons tant à exploiter. Et la Chine, c'est pas seulement la Chine, nous avons suivi il n'y a pas longtemps le sommet Afrique-Turquie, c'est ça. Il y a ce sommet également, Afrique-Russie également. Donc et aujourd'hui, avec la nouvelle donne qui, pour pouvoir asseoir son hégémonie sur le monde, vous allez voir qu'il y a quand même cette conquête de l'Afrique. Qu'est-ce qui attire l'Afrique qu'est-ce qui attire ces pays-là en Afrique? C'est réellement nos ressources que nous regorgeons, que nous n'arrivons pas à exploiter. Vous savez, entre-temps, la Chine aussi est un pays qu'on considérait à ce moment sous-développé, au moment où le bloc occidental considérait les autres, quand on parlait de pays sous-développés, l'Afrique faisait partie, la Chine faisait partie. Maintenant, est-ce que nous allons, nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous tirons de cette relation sino-africaine? Est-ce que c'est seulement attendre de l'investissement? C'est vrai que je vais revenir sur l'impact de l'investissement que la Chine fait en Afrique, mais en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous tirons de cette cohabitation? Est-ce que nous sommes allés à faire à une culture de l'intelligence artificielle? C'est d'apprendre comme les Chinois l'ont fait. Les Chinois se sont mis à imiter, à espionner avant de se développer. Vous savez que vous arrivez sur le marché, quand on te dit que ça là c'est chinois, et ça veut dire qu'il y a l'original après. Donc les Chinois ont arrivé à copier le monde
et a copié les Occidentaux, et aujourd'hui ils sont développés, que ce soit sur le plan économique, militaire et tout, mais nous Africains on se peine à s'en sortir, alors que au début nous faisons partie du clan où on classait la Chine. Donc aujourd'hui, c'est la leçon que nous devons tirer. Comment la Chine s'est mise à se développer. Il faut que nous, Africains, on puisse se mettre, surtout nos dirigeants, je les appelle, ce n'est pas seulement aller attendre le financement de la Chine, mais se mettre à l'école chinoise. C'est-à-dire que c'est aller faire la copie, mais former des jeunes qui seront prêts à transformer tout ce que nous avons. Nous produisons, les matières premières. Localement, la Chine a inondé les marchés avec les produits et qui sont de moins chers et qui séduisent l'Afrique parce qu'on n'a pas aujourd'hui, mais pour avoir un truc smartphone, mais c'est très cher, mais si c'est un smartphone chinois, mais tu as tout ce qu'il faut, mais même si c'est à moindre coût, mais c'est à moindre qualité. Aujourd'hui, c'est ça que nous devons exploiter. Il faut que c'est nos dirigeants, au lieu d'attendre le financement de la Chine, d'aller à l'école chinoise et que l'Afrique puisse s'en sortir. S'en sortir également. D'accord. C'est vrai qu'on va revenir sur l'impact. L'impact, Marcel Agbessino, comment vous regardez cette promesse financière? Il y a déjà quelques années, la Chine avait également eu ce sommet Chine-Afrique où des promesses financières ont été faites. Aujourd'hui, la même chose. Je vous finance, ça devient l'appât avec lequel on tient les pays africains? Mais vous savez que la peau noire a été toujours de victime résignée de la part des Occidentaux pendant plusieurs années, plusieurs décennies. La peau noire a été toujours des victimes. Et les Occidentaux ont utilisé ces Africains, que ce soit à travers la colonisation, la traite négrière, les guerres d'esclavage et les deux guerres. La peau noire était toujours l'objet de manipulation et d'instrumentalisation. Si aujourd'hui, les pays asiatiques ont compris que, pour asseoir leur hégémonie vis-à-vis de ces Occidentaux, vis-à-vis de l'OTAN, il faut passer obligatoirement par l'Afrique. C'est de bonne guerre. Raison pour laquelle vous êtes sûr avec moi que un État, ou bien un pays continent, qu'est la Chine, a rassemblé tout un continent qu'est l'Afrique. Les dirigeants, presque tous les dirigeants africains se sont réunis du 4 au 6 pour discuter de partenariats stratégiques et de relations diplomatiques. C'est un peu compliqué si vous analysez très approfondi avec des idées d'un analyste très avisé. Vous verrez que le continent là, notre continent ou bien le continent africain a encore du pain sur la planche. Pourquoi un seul pays, qu'est la Chine, va rassembler au moins 54 États pour leur parler que, soit pour leur faire une promesse peut-être irréelle, que je vais vous financer avec 45 milliards de francs CFA. Et là, on est très content, on est à l'aise que la Chine va nous financer. Alors, c'est pas 45 milliards de francs CFA, c'est 50 milliards de dollars. Voilà. Et donc, ça fait 45 milliards d'euros. C'est énorme. C'est très énorme. Et maintenant, quels sont les gages de remboursement? On ne sait pas quelles sont les implications. Que visent les Chinois? Que vise le président chinois? Que vise la nation chinoise en finançant à coup de dollars et à coup d'euros les pays africains qui sont la proie facile des Occidentaux d'une part, et aujourd'hui la proie facile En même temps, les chefs d'État qui sont allés là-bas ne sont pas idiots. Ils sont très intelligents, ils connaissent le jeu. Oui, ils ne sont pas des idiots, ni des rigolos, ni des badauds, mais vous le savez, je le sais, et presque tous les Africains et les Africaines le savent, qu'effectivement, ces présidents, ce qu'eux ils cherchent, ce qui les préoccupe, c'est leur pouvoir. Donc, le reste, c'est de courir derrière ces miettes. Sinon, bien sûr, ils pensent au développement de leur pays, et le développement, ça se finance aussi. Ce n'est pas la première fois que ces genres de financement ont été faits de par le passé.
On a eu de financement à travers le Bretton Woods, etc. Mais les Africains, ils partent pour lever des fonds au marché financier européen. Mais qu'est-ce qui, de retour au pays, ils en faire quoi avec ces fonds alloués? Donc ce sont des dettes, ils contractent des dettes et de retour au pays, ils ne font rien. C'est de la gabegie, c'est le gaspillage, c'est de n'importe quoi on fait. Donc aujourd'hui, si la Chine a rassemblé nos dirigeants, c'est d'abord l'initiative en soi n'est pas mauvaise, mais nous devons sortir, quitter de ce paradigme que dit, bon, si l'Afrique va se développer, ça revient aux Africains, nous allons nous baser sur nos ressources. D'accord. On sait aussi, Dominique Lacmon, que l'Afrique est un continent surendetté, lourdement endetté, et une bonne partie de cette dette c'est de la dette chinoise. Est-ce que la Chine enfonce davantage l'Afrique? Oui, justement, vous savez que la Chine n'a pas de protocole dans sa relation comme le font avec les pays occidentaux. Lui, il vient de les décrire. Bon, qu'il parle de l'endettement et surtout l'endettement chinois. Quand la Chine promet des sommes, cette somme colossale à l'Afrique, vous savez, ce n'est pas un truc où il va transporter une caisse. Ah non, bien sûr, c'est un prêt. Comment ça se fait? Il faut voir comment nos pays acquièrent ces dettes-là. Peut-être que vous avez une route que vous voulez faire, la Chine vous dit non, bon, il va envoyer ses ingénieurs pour venir vous tracer les routes là. Il faut imaginer les routes que les Chinois le font, mais déjà jusqu'à on finit l'autre route, la route commence à se dégrader. Il faut voir est-ce que la qualité de cette route là. Donc la Chine, c'est vrai que a voulu mettre sa main sur l'Afrique, mais dans la gestion de ces projets là, les projets conduits par ces Chinois. Est-ce que c'est de qualité? C'est vrai qu'ils ont une technologie, une vraie technologie qu'ils ont développée en Chine, mais quand il s'agit des pays africains, c'est comme la Chine met l'original de leur technologie chez eux et ils amènent la copie en Afrique. Mais c'est de ça il s'agit. Est-ce que la dette là aura un impact pour l'Afrique, ou si la Chine va investir sur des projets qui ne vont pas durer, on va vous faire des... Oui, mais est-ce que le problème, c'est la Chine ou bien nos chefs d'État qui ne ciblent pas les vrais projets qui doivent faire développer le continent? Non, oui, mais s'il s'agit, par exemple, quand on parle d'une route, qui a été construite par les Chinois, mais qui ne date pas de 3 ans, qui commence pas à être dégradée. Vous savez aussi toute la corruption qui gangrène les États africains. Surtout que c'est les entreprises chinoises qui pilotent ces projets-là. Vous savez, c'est ce que je ne comprends pas aussi, l'investissement chinois. Parce que je ne peux pas me demander je vous fais un prêt. Donc j'ai le choix de prendre l'argent et confier le projet à qui que ce soit. Mais la Chine dit non, moi je vous envoie les entreprises, c'est mes propres ingénieurs, ils sont payés sur ces fonds-là que je vais vous et que je vais vous emprunter, et c'est mes trucs-là c'est eux qui vont construire tout. Si c'est un édifice, c'est la Chine qui doit construire. Si c'est une route, avec ses propres ingénieurs. D'abord, il y a absence de transfert de technologie, ils n'arrivent pas. Et comment ils font? Mais si tu vas voir sur un travaux chinois, et les ponts de haute technologie, les Chinois les font comment? Ils coulent ça la nuit quand ils libèrent les nationaux qu'ils emploient. Vous revenez la nuit, ils ont coulé le pont. Comment ils ont fait pour couler le pont? Personne ne le sait. Oui, mais est-ce que c'est la faute à la Chine? Oui, mais... Parce que le transfert de technologie, aucun pays n'aime transférer sa technologie. Maintenant, si vous avez fait des contrats dans lesquels il faut transférer la technologie, c'est à vous, c'est à nous, pays africains, de prendre les garde-fous. C'est pas la Chine. La Chine, vous l'avez dit, elle a dû faire de l'espionnage aussi pour avoir sa technologie aujourd'hui. Elle va pas venir juste vendre ça comme ça. Si la Chine veut réellement il y a une collaboration ou bien une relation gagnante entre elle et l'Afrique, il faut qu'elle soit sincère, qu'elle ne nous amène pas la copie de sa technologie et que chez eux, mais tu vas voir les routes qu'ils ont fait dans leurs montagnes, c'est vraiment de la technologie. Tu te demandes, mais ces gens, ils sont bien nantis des choses. Mais quand ils arrivent en Afrique, c'est qu'ils font. Le facteur corruption, qu'est-ce que vous en faites? Mais est-ce qu'ils sont corrompus? C'est eux-mêmes qui pilotent les projets. Vous voyez les entreprises chinoises. Oui, mais quand il y a une route à faire pour 10 milliards et qu'après tel prend, et qu'il ne reste que 4 milliards pour faire la route, il y a un problème aussi. Par exemple, si c'est dit que c'est un investissement chinois, un projet piloté par la Chine, je ne sais pas qui pourrait à ce moment
corrompre ces entrepreneurs chinois qui sont dans nos États et qui nous font des routes. Et aujourd'hui, moi, c'est en cela que je veux comprendre l'utilité de ce don que la Chine prévoit. S'il ne faut pas venir nous endetter et en nous donnant des choses qui ne vont pas nous servir à grand chose. D'accord. Marcel Agbessino, est-ce que pour vous, c'est la Chine qui est fautive ou bien c'est les pays africains qui n'ont pas une bonne stratégie d'approche avec la dette? On peut s'endetter pour se développer. D'abord, la Chine a une stratégie salutaire. Parce que cette stratégie est que quoi? Lorsque la Chine veut signer un partenariat gagnant-gagnant avec vous, d'abord les pays africains, les États africains, eux, ils ont la position de faiblesse. C'est-à-dire que le lien de subordination. Ce lien de subordination caractérise la signature du contrat. C'est-à-dire que la Chine se met plus haut par rapport aux États africains. D'abord, les États africains, ils estiment que c'est le blanc, c'est la peau blanche. Et est-ce que ce complexe existe encore aujourd'hui? On n'a pas l'impression que ce complexe existe. De deux, il y a la technologie qui redouille au niveau de la Chine. Aujourd'hui, la Chine se place deuxième puissance mondiale économiquement. Donc, si elle veut signer un partenariat, un contrat régissant le partenariat gagnant-gagnant, la Chine va mettre ses avantages dans ce contrat pour que ces États... Vous êtes en train de parler comme si l'Afrique n'a que des écervelés, des gens qui ne réfléchissent pas. Non. Nous réfléchissons, nous avons des juristes, nous avons des gens qui analysent, nos chefs d'État sont bardés de conseillers. Donc le problème, est-ce qu'il est chinois? Mais le problème est d'une part chinois et d'autre part les États africains eux-mêmes, c'est-à-dire nos dirigeants. C'est-à-dire que la délégation qui raconte les techniciens, les ingénieurs chinois, nos cadres n'arrivent pas à regarder au fond à comme le contenu du contrat. Parce que c'est 2 jours. Ou bien du 4 au 6. C'est des choses qui se négocient en amont. Ce n'est pas le jour J qu'on va négocier ces choses-là. La Chine qui est en train de rechercher son hégémonie au monde ne peut pas laisser un pays africain une large ouverture comme ça pour la signature d'un contrat. Raison pour laquelle, pour signer ce genre de contrat, la Chine la Chine arrive à mettre des garde-fous, ses avantages pour au moins faire que les États africains deviennent et restent toujours des subordonnés à vie. Donc, vous voyez, et aussi le fonds alloué à ces États, combien reviendra à chaque État? Est-ce que si c'est 50 milliards d'euros qui va revenir à tous les Africains? Maintenant, ces Africains ils vont départir ces 50 milliards entre 54 États ou bien 16 États, je ne sais pas. Dans ces méli-mélos, vous verrez que peut-être le Bénin va avoir pour sa part quelque chose de très minime qui n'arrivera pas à couvrir les ingénieurs chinois. Mais alors que celui qui donne, normal, la Chine est comme l'ordonnateur qui ne doit pas être comptable à la fois. Mais la Chine ordonne le décaissement et dit que c'est moi qui vais piloter vos projets. Et ces projets-là sont sous le regard croisé des caméras, sous le regard croisé, tel que mon co-débatteur vient d'énumérer tout à l'heure. La nuit, j'ai suivi quelques constructions d'une grande usine ici dans la sous-région où les Chinois ont signé un partenariat stratégique là. Ils ont eu le marché. Et la nuit, ils laissent nos pauvres Africains. Et la nuit là, c'est la nuit là qu'ils commencent pas à travailler. Comme si c'est le jour pour eux. Est-ce que c'est leur faute si nous on dort la nuit? C'est pas leur faute non plus. Mais revenons. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique jusqu'à présent n'a pas compris que son développement ne peut pas venir de notre pays? Justement, c'est là la question. C'est là que j'interpelle les dirigeants africains de comprendre que aucun autre État viendra développer l'Afrique. C'est-à-dire que la Chine ne veut pas venir investir ces milliards comme ça, par dire que je vous fais du grâce, mais prenez, développez votre pays. C'est une autre exploitation et chaque État met sa stratégie.
pour pouvoir exploiter nos ressources africaines. C'est tout. Et la technologie de la Chine, la stratégie chinoise, c'est de vous faire, de vous vanter des projets. Je viens vous faire des projets de ça. On vient vous mettre la copie. Vous pensez que vous avez l'original de ce que la Chine a prévu, mais c'est la copie qu'on nous vend. Et puis, voilà, et on vous met dans l'endettement. Et vous avez des ressources. La Chine s'accapare de ces ressources-là. Vous m'avez endetté. Et c'est une autre exploitation. Donc, nous devons quand même penser, comme l'a dit un ministre togolais, les problèmes africains doivent avoir des solutions à l'africaine. Et je pense que le développement... Ça aussi, on a l'impression que c'est des mots creux, parce que solution à l'africaine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une solution à l'africaine? Ça fait des années qu'on chante la même chose, rien ne change aussi. Je pense que les ressources minières, l'Afrique en regorge beaucoup. D'accord? Les ressources minières ne sont pas une richesse tant qu'elles ne sont pas transformées. Il faut qu'on forme. Et le problème, c'est quoi? C'est et c'est vrai, et je comprends aussi la tâche qui n'est pas facile pour les dirigeants, parce que ces Occidentaux, et là aussi, ne veulent pas faire le transfert de la technologie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont des protocoles, comme tu l'as dit. On peut t'envoyer même en Chine pour une formation. Si tu ne sais pas s'y prendre, tu vas revenir après les années sans avoir quelque chose dans la main, parce que le transfert de technologie là, ces pays-là ne veulent pas mettre. Je pense que les pays, à partir de certains moments, que nos dirigeants puissent s'appuyer pour chercher une collaboration où on doit former uniquement que les jeunes africains. D'accord? On laisse ces partenariats et autres où on doit prendre des investissements qui nous mettent encore dans l'endettement et qui ne nous permettent pas de s'en sortir. Quand nous sommes des pays plus endettés, qu'on doit travailler, couvrir nos dettes, parce qu'on nous a fait des routes, une route qui va faire après 2 ans et encore à refaire. Au moment où on n'a pas encore coulé la dette liée au projet, il faut chercher des moyens pour asseoir la réparation du projet. Ça, ce n'est pas des dettes qui peuvent nous permettre de sortir de l'endettement. D'accord? Donc, il faut je voulais que la Chine soit sincère avec l'Afrique. Pensez qu'elle manque de sincérité. Voilà. Non, la Chine manque de sincérité. Il faut qu'on le dise. Mais nos chefs d'État sont tout le temps, chaque année, ils courent pour le sommet sino-africain. Oui, c'est ce que l'autre a dit. Quand on est en position de faiblesse, c'est un peu... on n'a pas ce Torah d'aller dire... C'est comme aujourd'hui, j'ai faim en fait. Je te vois, tu transportes un pain, mais quand tu veux me... Je ne veux pas... Mon problème, je ne veux pas trop m'appesantir sur la qualité du pain que tu veux me donner. Vous comprenez? Parce que je suis dans la nécessité. L'Afrique est si désespérée. Chaque dirigeant veut faire savoir que non, c'est moi qui vais développer mon pays, la Chine va me faire des routes. Alors que c'est des routes qui ne vont pas servir au développement. C'est des routes qui vont bientôt 2-3 ans, vous allez commencer la réparation. C'est des routes qui seront dégradées après 1 an, mais vous serez plus endettés que prévu, mais vous n'avez pas des routes de qualité. C'est ce que la Chine nous donne en Afrique. Ici. Alors maintenant, quelle est la solution? Il faut que c'est aux États africains de se réveiller ou quelle est véritablement la solution? Non, la solution, elle est tellement simple. Il faut la coopération régionale. La coopération régionale. Oui, mais coopération régionale, quel est le pays africain aujourd'hui qui a la technologie? Non, la technologie, si vous êtes unis, là, comme un parti politique a toujours l'habitude de dire, quand on est unis, on est fort. Si vous êtes unis, vous êtes ensemble. Ça, c'est un slogan. Donc, pour conquérir slogan, le pouvoir, c'est très bon. Maintenant, pour se développer, ça, c'est une autre réalité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, au moins, presque tous les États africains, presque toutes les nations africaines, ont quelque chose comme ressources minières dans leur sous-sol. Si vous collaborez entre vous et vous tissez des relations gagnant-gagnantes, au moins vous allez vous imposer à l'envahisseur qu'est peut-être la Chine, qu'est peut-être les Occidentaux. Mais si vous êtes resté solitaire, individuel, pris individuellement, on va vous battre, on va vous massacrer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nos États sont massacrés par ces partenariats stratégique gagnant-gagnant, alors que au fond ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant, c'est plutôt pour pouvoir vous maintenir, pour pouvoir vous dominer à vie. Donc moi je souhaiterais que nos dirigeants, nos États, nos hommes d'affaires prennent le taureau par les cornes pour dire que maintenant ça suffit. Au moins plusieurs années de domination et de manipulation stratégique là, ça suffit. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons aider les chefs d'État à ce que dans la sous-région, dans l'UEMOA par exemple, il y a partenariat gagnant-gagnant entre les États. Dans le centre par exemple, l'Afrique centrale aussi, ils vont se concerter et avoir au moins quelle est
partenariat peut toutefois les faire sortir ou bien peut toutefois les faire développer. Donc, en se basant effectivement sur leurs ressources minières et énergétiques. Mais si à chaque temps, vous vous tournez vers la Russie est là avec son agenda de discussion, son cahier de charge. Donc, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas tourner cette page sombre pour l'Afrique. Donc, moi, à mon avis, peut-être ça peut être naïf. Donc, au moins, il faut un partenariat sous-régional, un partenariat entre les Africains et les chefs d'État africains, et les hommes d'affaires aussi doivent aussi mettre leurs mains pour pouvoir au moins booster les lignes. Mais il est quand même clair que on a besoin aussi de se développer, et le développement passe quelque part aussi par l'accès au financement. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit financement, oui, mais que ce soit financement sincère. C'est ce que j'ai dit. Moi, je doute de la qualité de ce financement-là. Parce que comment ce financement se fait? Vous voyez, c'est ça. La Chine ne met pas l'argent à la disposition de nos États. On dit, envoyez votre compte, nous allons vous débloquer ça, là. C'est quoi? La Chine vous dit, vous avez tel projet. On évalue le coût du projet, et la Chine met les ingénieurs. D'abord, c'est eux, les ingénieurs, là. Et ces ingénieurs-là sont payés par ces fonds-là, ce fonds de développement-là. Vous voyez que, donc, d'abord, une partie de cet argent doit quand même retourner à la Chine. Vous voyez, d'une autre manière. Mais nous, on reste dedans, on tourne, que la Chine est en train de nous aider. Mais est-ce que c'est l'aide? Comme quelqu'un l'a dit, l'aide qui ne nous permet pas de départir de l'aide n'est pas l'aide. Parce qu'on nous aide, mais on est toujours dépendant de l'aide. Est-ce que c'est de l'aide alors? C'est ce qu'on se demande. Mais là, il faut que ce partenariat soit sincère, moi je voudrais, soit les pays comme les pays s'acquièrent des fonds disponibles, mais c'est ce que j'ai dit, la Chine n'en a pas. Vous voyez, la Chine n'en a pas. Comme on l'a dit, chaque dirigeant est à la tête de son pays, c'est pour chercher le développement de son pays. Qu'est-ce que la Chine nous vend? C'est sa technologie. J'ai des ingénieurs qui peuvent vous faire des travaux de ça. Donc, à travers ça, je mets les ingénieurs là à votre disposition, ils vont vous faire telle route. Et on évalue ces fonds-là. Est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous avons ces fonds-là, nous avons la maîtrise de gestion de ces fonds? Non. Donc, c'est un peu ça. Il faut que le partenariat soit sincère. On n'a pas dit qu'un pays ne peut se développer sans partenariat. Mais il faut que le partenariat dans lequel on s'engage, que le partenariat nous soit bénéfique, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas un pays qui vient faire un pays qui va venir faire du cadeau à l'Afrique, ni la Chine, ni la Russie, ni aucun pays, ni l'Occident. Donc il faut que nous ayons ça en idée pour voir quels sont les différents partenariats que nous allons signer. Sinon nous finirons par vendre notre continent pour au plus offrant. Voilà. D'accord, on va passer au second sujet, le Sénégal. Le Sénégal, on est en politique, la révision de la Constitution qui a été rejetée par l'Assemblée nationale après un long débat. Le débat a duré 11 heures d'horloge. Les députés réunis en séance plénière extraordinaire ont rejeté, c'était le lundi 2 septembre dernier, dans la soirée, le projet de loi visant à modifier la constitution sénégalaise. Le gouvernement qui avait saisi pour entériner la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, une promesse de campagne de Bassirou Diomaye Faye lors de l'élection présidentielle. Eh bien, un sérieux revers pour ce gouvernement, mais ce projet de loi est loin d'avoir été le seul sujet qui a été abordé. On a un Parlement aujourd'hui, parce que quand on prend, c'est à 83 voix contre, 80 pour. Donc on comprend, parce que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko font avec le Parlement en exercice sous l'ancien magistère. Ce Parlement, décidément, ne leur est pas acquis. Vous savez, si vous voulez gouverner et avoir la plénitude sur toutes les institutions et avoir la souveraineté nationale et internationale, il faut avoir la majorité au Parlement. Ça, c'est un principe sacro-saint. Même les vulgaires de rue le savent. Mais moi, j'étais à la place de Ousmane Sonko et son président, jeune président, Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, j'allais pas oser envoyer un tel projet parce que c'est un projet. Ça émane du gouvernement. Si c'est une proposition, ça émane de l'Assemblée nationale. C'est un projet qui émane des deux. Quoi qu'on dise, c'est eux qui ont initié ce projet de révision constitutionnelle sur 2 articles ou bien sûr 2 institutions majeures. Et voilà que l'Assemblée nationale n'est pas de votre
ne vous est pas acquise. Ne vous est pas acquise. Dans ces circonstances, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous allez dissoudre l'Assemblée nationale pour provoquer une élection anticipée, législative anticipée, pour voir si vous aurez la majorité écrasante ou bien absolue au Parlement. C'est d'abord un gage de la stratégie politique des régimes occidentaux. Des régimes occidentaux. Mais j'étais un peu surpris que les deux, naïvement, excusez-moi le terme, ils ont introduit ce projet de loi qui a été rejeté, c'est-à-dire le rejet a été plébiscité. On a rejeté, et moi je peux dire que c'est plébiscité. Donc là, ça prouve à suffisance que les deux on peut toutefois destituer le Premier ministre à travers une motion de censure. Ils sont d'ailleurs en train de menacer de le faire. Oui, mais on va revenir, juridiquement et politiquement. On va revenir sur cela après. Les deux, la majorité qu'ils avaient avant de venir au pouvoir et les discours qu'ils ont tenus pour avoir l'électorat. Donc, je pense que s'ils ne savent pas gouverner, s'ils ne savent pas prendre certaines décisions, ces décisions vont se retourner contre eux. Parce que je sais que effectivement, avant de venir au pouvoir, ils ont tenu le discours que lorsqu'ils seront là aux affaires, ils vont réviser la Constitution pour supprimer les deux institutions. Voilà qu'ils ont eu de difficultés pour pouvoir passer la loi là, cette loi de révision constitutionnelle, parce que l'Assemblée actuelle sénégalaise est issue de l'ancien président. Le président qui a été chassé par les urnes, Macky Sall. Bon, chassé, non, il est arrivé à la fin de son mandat. Mais arrivé difficilement à la fin de son mandat, vous pensez qu'il a digéré ce gouffre? Non. Donc, l'Assemblée là n'est pas acquise pour les deux amis là, c'est-à-dire que Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye. Donc, l'Assemblée, il me semble, c'est 2022 qu'ils ont eu l'élection législative sous Macky Sall. La majorité présidentielle a eu 160 et quelques sur 180 sur 165 sièges. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, le siège à pouvoir, c'est 165, sauf omission de ma part. Dans ces circonstances, vous devez dissoudre l'Assemblée nationale, provoquer une élection. On va revenir sur ce point-là, mais je pense que Marcel Agbesino a touché un point. Voilà un gouvernement qui envoie un projet de loi au Parlement. Ils ne sont pas dupes, ils connaissent très bien la composition du Parlement. Ils savent que les forces en présence, ça ne leur est pas acquise totalement. L'échec qu'ils viennent d'avoir montre qu'il n'y a pas eu de discussion en amont pour convaincre les députés. Non, mais c'est ce que j'ai dit, c'est vrai que c'est un jeu politique, mais Ousmane Sonko et son président Diomaye Faye, ils sont allés à la provocation. Mais oui, ils le savaient. D'abord, si j'ai décrit le contexte, le contexte dans lequel ils sont arrivés au pouvoir, c'est ce Parlement qui a voté des lois pour mettre en place ces institutions-là. C'est comme demander à quelqu'un qui est assis sur un arbre de venir couper l'arbre en même temps. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont mis pour mettre en place des institutions. Vous êtes arrivés, vous leur demandez de prendre des lois pour destituer ou bien pour supprimer ces institutions. C'est quand même, c'est de leur dire, c'est comme eux-mêmes vont insulter leur propre intelligence. Vous voyez? Et en politique, je ne voyais pas ce projet-là passer à l'Assemblée nationale, surtout l'Assemblée nationale qui n'est pas acquise qui n'est pas à votre guise. Vous demandez à ces gens-là non, ils sont allés à la provocation. Le contexte d'abord, quand Ousmane Sonko est arrivé, il n'a pas présenté son programme. Déclaration de politique générale à cette assemblée. Et il y avait ces petites tensions de méfiance, de confiance. Il est interpellé à tout fois. Les députés se plaignent qu'il leur manque de respect, de considération. Donc c'est une assemblée nationale qui est vraiment actuellement ils peuvent tout faire. Ils n'auront pas ils n'auront pas quand même la tâche facile pour coopérer avec cette assemblée, à moins que, comme l'a dit mon frère ici, l'assemblée soit dissoute. Et il semble que dans les conditions pour que l'assemblée soit dissoute,
il faut au moins un minimum de temps. Et ce temps-là arrive. C'est le 12 septembre. Le 12 septembre. Sûrement, pour que Diomaye Faye puisse avoir une assemblée à sa guise, il faut dissoudre cette assemblée. Mais attention, en ayant espoir d'avoir la majorité. Sinon, dans le cas contraire... c'est pas très gagné au Sénégal. Ce n'est pas aussi trop gagné, c'est aussi... mais quelqu'un l'a fait en France et aujourd'hui, il a du mal à former son gouvernement. Donc c'est pour dire que c'est aussi ça. Il faut que Ousmane Sonko et son président puissent rassurer les Sénégalais qui puissent leur accorder la confiance. Et je pense dans l'état actuel, il y a une grande partie des Sénégalais qui ne sont pas vraiment bien avec le pouvoir de Sonko, parce que les gens pensaient que sur d'autres dossiers, on l'attendait comme quelqu'un qui devait être bon, comme ça le doit. Moi, je ne les accuse pas. Moi, c'est des gens que je soutiens avec leur politique. Mais ils savaient que l'Assemblée nationale n'est pas allée. Ils sont allés à la provocation. Et je pense qu'eux-mêmes savaient qu'il y aura rien qui devait sortir de ce projet de loi. Alors justement, il évoquait la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko qui se fait toujours attendre. Ça doit se faire. Si ça doit se faire, ça doit être devant cette Assemblée. Avec cet échec pour ce projet de révision constitutionnelle, il est très sûr que la déclaration de politique générale, il ne reçoit pas la confiance des députés. Oui, c'est d'abord une manière de Ousmane Sonko c'est un message envoyé à cette assemblée que moi je ne vous considère pas. Sinon, il allait depuis présenter son discours programme à cette assemblée, mais jusqu'alors, il n'a pas encore fait. Donc ça devient un grincement de dents au sein des parlementaires. Alors que la seule... Là, il y a un député qui dit « Je pense que cette personne n'est pas capable de diriger le pays », en parlant d'Ousmane Sonko. Mais si je peux accepter d'une manière ou d'une autre la déclaration de ce député. Député de Beno Bokk Yakaar. Oui, parce que si tu as la capacité, si tu as l'art de gouverner, tu vas venir devant, même si ces députés sont des ennemis d'hier, tu vas venir devant eux pour les séduire. Et peut-être c'est eux qui devront t'accompagner dans ta gouvernance. Mais tel n'était pas le cas. Il n'était pas présenté devant eux pour présenter le discours programme. Moi, j'appelle discours programme, mais politique générale du gouvernement. Et là, l'Assemblée nationale, dans d'autres cieux, ce qu'ils disposent comme arme pour répondre aux assauts de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, c'est la motion de censure. Donc, cette motion de censure, elle est toujours de mise. Et je peux vous dire que la réponse négative pour dire que ces députés ne devront pas intenter une motion de censure n'est pas de mise. À tout moment, il peut une fois maintenant se concerter si la majorité... Mais le risque, c'est de plonger le pays dans une instabilité politique. En dissolvant, en censurant le gouvernement. Vous savez, en politique, 1+1 ne donne pas toujours 2. Donc, ce qu'ils peuvent faire, au moins pour montrer à ceux-là, aux deux jeunes, que ce que vous faites, ça ne rime pas avec les réalités ancienne, parce que vous le savez bien plus que moi, que le Sénégal, c'est la plus vieille démocratie en Afrique. C'est là où on peut trouver les premières universités en Afrique. Tchèque Anta Diop, etc. Et c'est l'opposé Senghor. Vous verrez que l'Assemblée là a de quoi approuver. Il peut une fois sanctionner les deux, ou bien Ousmane Sonko à tout moment. Donc même si l'Assemblée a un délai pour agir, moi la motion de censure, on ne peut pas attendre à viténam la motion de censure, parce que moi je crains l'avenir de ces jeunes qui sont au pouvoir au Sénégal, parce que le discours, une chose est de tenir un discours lors des élections législatives, présidentielles ou bien lors des jours électoraux. Une chose est de venir au pouvoir pour voir les réalités du pouvoir, pour voir le pouvoir saoule. Donc, à l'heure actuelle, ils risquent d'avoir d'énormes fronts, ils risquent d'ouvrir d'énormes fronts contre eux-mêmes. La solution la plus évidente, c'est la dissolution? Mais la dissolution, ce n'est pas évident qu'à l'élection anticipée, ils auront la majorité. Mais ça dit, ils viennent fraîchement de sortir de la présidentielle, donc ils ont encore cette aura-là qui peut leur bénéficier. Je vous dis que la stratégie que mène Ousmane Sonko, il manque de management politique, en fait. Parce que
il devait, une fois arrivé au pouvoir, il ne devait pas être dans la posture d'un chef de parti politique ou quelqu'un qui... C'est comme si il est opposé à quelqu'un. Il devait rassurer les Sénégalais, surtout ceux qui étaient dans l'ancien régime, pour avoir des transhumants. D'accord. Il devait avoir des transhumants qui vont l'accompagner. Mais aujourd'hui, quand il arrive avec une politique d'exclusion, c'est ça qui les rend difficile. Et la gouvernance actuelle, parce que si vous menez une politique d'exclusion, il faut avec une assemblée qui n'est pas à votre guise, c'est les conséquences que vous allez endurer. Et aujourd'hui, il est en train de vraiment chercher par tous les moyens. Et maintenant, la seule chose qui leur reste, c'est la dissolution. Mais attention. Et si c'était ce qu'il cherchait aussi? Si c'était ce qu'il cherchait? Mais si c'est ça qu'il cherchait, c'est que il faut qu'il soit assuré qu'il reviendra avec une majorité. Qu'il n'oublie pas que Macky Sall était au pouvoir avant de perdre essayer de perdre la majorité. C'est à l'extrémiste. Donc attention, il n'est pas totalement démontré qu'une fois organisé les élections, qu'il va s'en sortir avec une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, ce qu'il devait faire, Ousmane Sonko devait avoir une politique d'apaisement qui va rassurer d'autres caciques. Politique d'apaisement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, non, mais avoir un climat où tu rassures tout le monde. Mais quand vous venez en tant que chef d'orchestre... Il y a aussi un programme. Ils ont fait des promesses. Par exemple, sur les deux institutions qu'ils veulent éliminer, c'était un programme de campagne. Et donc, en votant pour eux, les Sénégalais sont d'accord pour que ces deux institutions soient enlevées. Ça doit le faire. Ils disent que ça va faire économiser au moins 6 milliards au Sénégal. Oui, certes, dans sa gestion, il faut une discussion. Est-ce que avant d'envoyer ce projet de loi au Parlement, est-ce qu'il a discuté avec le camp d'en face pour leur expliquer la nécessité de pourquoi il faut retirer à ces deux institutions, il faut supprimer ces deux institutions, mais lui vient en tant que chef, un maître qui donne des leçons à l'ancienne équipe qui a mis ces institutions en place. Et si vous venez avec cette posture, mais c'est normal que vous trouvez le camp d'en face très résistant. Mais s'il y avait un climat ou bien une situation dans laquelle vous êtes assis ou discutez, vous savez, c'est vrai que vous avez mis en place ces institutions-là, vu et ça, mais à l'état actuel, il est de bon terme qu'on les supprime en vantant quand même, comme il l'a dit, les conséquences, les retombées avantageuses qui seraient issues de cette suppression. Mais quand vous venez en maître de leçons, c'est-à-dire en donneur de leçons, mais c'est normal. C'est pourquoi j'ai dit il a manqué de management politique. Il n'a pas rassuré le cas d'avance et il veut venir en maître. Mais c'est normal. En même temps, est-ce que le Parlement a aussi intérêt à entrer dans un bras de fer avec le gouvernement? Oui, le bras de fer est déjà ouvert depuis un certain moment. C'est-à-dire que c'est déjà ouvert à l'époque de Macky Sall. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui et les nouveaux gouvernants, c'est-à-dire que les Diomaye Faye et son mentor Ousmane Sonko, il y a deux camps qui gouvernent le pays. C'est-à-dire que l'autre camp, au niveau de l'exécutif, et le second au niveau de l'Assemblée nationale. Alors que l'Assemblée nationale, c'est l'émanation du peuple. Bien que vous êtes élu par la majorité du peuple, même cette assemblée, elle est acquise par le peuple. Et aujourd'hui, vous voulez aller à l'affrontement avec cette assemblée. C'est un affrontement qui ne dit pas son nom. Parce qu'ils n'ont pas encore digéré ce qui s'était passé sous l'ère de Macky Sall. Sonko n'a pas digéré et chacun se regarde comme si c'était une guerre froide. Donc il y a des distances, il y a des camps et il y a des clans qui se regardent entre eux. Donc il suffit d'une petite étincelle pour que ça prend feu. Donc il faut d'abord réconcilier les deux parties. C'est possible? Oui, il faut ouvrir une discussion, une table ronde entre les Sénégalais qui se sont confrontés sous le régime et Sall. Sinon, si on veut maintenant envoyer des tests, des projets de loi ou bien des propositions de loi à l'Assemblée, ça va connaître seulement des échecs. Et ça n'arrange pas la gouvernance telle qu'ils ont souhaité dans la rue avant de venir au pouvoir. Il n'y a pas de management politique. Donc, Sall, et autant pour moi, Sonko et son jeune président Diomaye Faye, ils doivent avoir de raisons
ils ont gardé leur raison. Que, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour au moins être rimer ce qu'on avait dit dans la rue? Lorsqu'on est dans la rue en face d'une population aussi, ou bien d'une jeunesse qu'on peut toutefois manipuler. Maintenant, voilà que les réalités du terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner de blason, pour redonner de la confiance au peuple? Mais en faisant cela, est-ce que le Parlement lui-même ne risque pas aussi de se mettre à dos ce peuple-là? Parce que lors des débats, il y a eu des manifestations devant le Parlement, des partisans de Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que le Parlement, ces députés-là, ne montrent pas l'image de ceux qui font obstacle aux promesses électorales du président Diomaye Faye? Et c'est ça que je viens de dire, que maintenant, ça part mal. Et la seule solution, soit on ouvre une discussion de couloir, c'est-à-dire que le camp présidentiel et le parlementaire, ou bien le législatif, eux, ils vont se concerter en coulisses et voir que c'est l'intérêt du Sénégal qui est en jeu. Mais si ça capote, c'est après que la motion de censure va venir au second plan. Mais sinon, la motion de censure vient au premier plan. Ceux qui vont venir encore à la prochaine hémicycle ou bien au Parlement, il y aura toujours des dissensions, des conflits. Dominique, moi, je voudrais dire que Sonko va proposer au Parlement, qui n'est pas à sa guise, de modifications constitutionnelles. Quel était le compromis entre lui et la majorité parlementaire? Mais c'est normal. Vous savez qu'il n'y a pas eu de compromis. D'accord? Mais moi, je ne peux pas. En politique, quelqu'un ne peut pas se permettre de tout céder sans qu'il n'y a pas il y a, sur quelle compromission? Il n'y a rien que vous avez discuté, mais vous envoyez un texte à l'Assemblée nationale, alors que vous avez la certitude que les gens d'en là, ils vont refuser. D'ailleurs, ils disent que les deux institutions qu'on veut supprimer ont montré leur efficacité. Mais voilà, même si c'est le cas là, c'est pourquoi je dis Sonko a manqué de management, d'accord? Et soit c'est une manière de vouloir dire qu'il expose, là, surtout que comme il vante les mérites de cette Assemblée nationale, c'est une manière de dire non, mais l'Assemblée nationale, nous avons envoyé une loi à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale puisse supprimer. Ils ont refusé, et bon, pour avoir d'autres raisons, pouvoir salir l'Assemblée nationale. Mais politiquement, il a manqué de stratégie. Tu ne peux pas aller demander aux gens de t'accompagner qui ne sont pas de ton camp et sans comme ça une promesse. Et en t'accompagnant, quel est leur gage? En politique, c'est ça. Donc c'est pourquoi je dis, mais il allait à la provocation, tout simplement, ou bien soit il a manqué de management politique. Messieurs, on va marquer la pause pour regarder ensemble le journal pour une dizaine de minutes et on est de retour pour la deuxième partie.